Bonsoir, 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 bonsoir. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais continuer à lire les fables de La Fontaine. Donc on avait pu en lire pas mal la dernière fois. Et aujourd'hui je vais continuer. Normalement on pourrait finir le livre 1 et peut-être commencer le deuxième livre. On verra bien. Enfin bref, sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux si vous le souhaitez, et de commencer cette lecture. Simonide, préservée par les dieux. On ne peut trop louer trois sortes de personnes. Les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait. J'y souscris quant à moi. Ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète, et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient des gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui, sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux, ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux, élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage, afin l'éloge de ces dieux faisait les 2 tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent, mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers, et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter pour ce couple, je veux vous traiter. Cependant, venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les conviés sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis. Soyez donc de la compagnie. Simonide promit, peut-être qu'il eut peur de perdre, outre son dû, le gré de sa louange. Il vient, l'on festine, l'on mange, chacun étant en belle humeur. Un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte, 2 hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table, et la cohorte n'en perd pas un seul coup de temps. Ces 2 hommes étaient les Gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce, et pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge, et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction fut vraie, la prédiction en fut vraie. Un pilier manque et le plafond, ne trouvant plus rien qui l'était, tombe sur le festin, brise plat et flacon, n'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa la jambe à l'athlète et renvoya les conviés, pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria « Miracle !» On doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aidé des dieux. Il n'était fils de bonne mère, qui, les payant à qui mieux,
ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte et dis premièrement qu'on ne saura manquer de louer largement les dieux et leurs pareils. De plus, que Melpomène, souvent sans déroger, trafique de sa peine, afin qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands sont fort l'honneur, dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis, l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. La mort et le malheureux. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle, viens vite, viens finir ma fortune cruelle. La mort crut, en venant, l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre et elle se montre. Que vois-je, cria-t-elle, ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. Mais Sénat fut un galant homme. Il a dit quelque part qu'on me rende impotent, cul de jatte, coûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive. C'est assez, je suis plus que content. Ne viens jamais, ô mort, on t'en dit tout autant. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des anges gémissants et courbés, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, il met bas à son fagot. Il songe à son malheur, quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain, quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font un malheureux, la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère, le trépas vient tout guérir. Mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. Un homme de moyen âge, en tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content, et partant de quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire, en quoi notre amour ne se pressait pas tant. Bien adressé n'est pas petite affaire. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part, l'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui préparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois d'estonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La veille, à tout moment de sa part, emportait un peu de poil noir qui restait, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux, et sans doute du tour. Je vous rends, leur dit-il, 1000 grâces, les belles qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car
celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse et non à la mienne. Elle n'était de chauve qui tienne. Je vous suis obligée, belle de la leçon. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et la drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prie. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point, bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeune retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant pas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain sot la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva dans le branchage. Après Dieu le sauva, s'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule. Par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie: au secours, je péris. Le magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contretemps s'avise de le danser. Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense, tout babillard, tout censeur, tout pédant, se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fut un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Et mon ami, tire-moi de danger. Tu feras après ta garante ta harangue. Les frelons et les mouches à miel. Alors, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel, sans maître, se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent, des abeilles s'opposant. Devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés bourdonnant un peu longs, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles
ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit en quête nouvelle, et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon De grâce, à quoi bon tout ceci, dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt, 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours, sans tant de contredits et d'interlocutoires, et de fratras, patras et de grimoires? Travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir, et la guêpe adjugea le miel à leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il nous faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs. On fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Et le roseau, le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil nous compte d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis long, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leur coup épouvantable, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin, comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants, que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses forces, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mie serait bien mieux mon affaire. Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. Je
pense qu'on va pouvoir commencer le livre 2 aujourd'hui. Livre deuxième. On a aussi pas mal d'histoires dans celui-là. Contre ceux qui ont le goût difficile. Quand j'aurai en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai aux mensonges d'Ésope. Les mensonges et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leur invention. On le peut, je l'essaye. Un plus savant le fasse. Cependant jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant, les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes qui ne prendraient ceci pour un enchantement. Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants. Censeur, en voulez-vous qui soit plus authentique et d'un style plus haut? En voici les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs qui par 1000 moyens, par 1000 assauts, par 100 batailles, n'avaient pas pu mettre à bout cette fière cité. Quand un cheval de bois, par Minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs, reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux, avec leur escadron, devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ces dieux mêmes en proie. Stratagème inouï que des fabricateurs païens, la constance et la paix. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs, la période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voie. De plus, il vous sied mal d'écrire en si haut style. Eh bien, baissons d'un ton. La jalouse Amarille songeait à son Alcippe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoin. Tirsi, qu'il aperçut se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux zéphyr et le priant de les porter à son amant. Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu? Ne saurais-je achever mon compte? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire. Conseil tenu par les rats. Un chat nommé Rodilardus faisait de ratelles des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez les gens misérables, non pour un chat, mais pour un diable. Or un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme
point sur la nécessité présente. Dès l'abord leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tout plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit: je n'y vas point, je ne suis pas si sot. L'autre: je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il bien d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Le loup plaidant contre le renard part devant le singe. Un loup disait qu'on l'avait volé, que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie pour ce prétendu vol, par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe avait plus embrouillé. Le magistrat suait dans son lit de justice, après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté. Le juge, instruit de leur malice, leur dit: je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous payerez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris. Et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer, condamnant un pervers. La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'il y fut, l'autre envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourut. Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race a tâché de me nuire? N'êtes-vous pas souris, parlez sans fiction? Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit de ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes, vive la jante qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi aveuglément va se fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà derechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en alla la croquer en qualité d'oiseau, quand elle protesta qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas. Qui fait l'oiseau, c'est le plumage. Je suis souris, vive les rats. Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés qui d'écharpes changeant au danger, ainsi qu'elles ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue. La lys et sa compagne. Une lys
étant sur son terme et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte, où la lice s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lice lui demande encore une quinzaine. Ces petits ne marchaient, dit-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lice, cette fois, montre les dents et dit: je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre hors. Ces enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce que l'on prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, et ils en auront bientôt pris 4. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ces fables vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente nuit, une très 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 bonne nuit. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo.